Avant de donner la parole donc aux conférenciers et à la conférencière, à Caroline et à Simon, je vais vous les présenter brièvement. Donc, Caroline Cormier, elle enseigne la chimio collégiale depuis 2007. Toujours au Collège André Laurendeau, Caroline? Oui. Oui, OK. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'apprentissage de la chimie, bien sûr, sur l'intérêt des jeunes pour les sciences et sur la communication orale scientifique. Plus récemment, tu t'es appliqué à évaluer l'efficacité des méthodes pédagogiques, dont la classe inversée et le laboratoire pour enquête guidée. Bienvenue, Caroline. Quant à Simon, qui est au cégep Marie-Victorin, possède une maîtrise, Simon, en éducation. Il est professeur-chercheur au collégial depuis 12 ans et tes principaux travaux de recherche portent sur l'engagement des étudiants au collégial et sur les processus motivationnels des jeunes du primaire envers les sciences. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, tout le monde. J'arrête mon partage d'écran et je laisse la parole à Simon et à Caroline. Amusez-vous bien. Bien, merci tout le monde. Laissez-moi le temps de partager mon écran maintenant. Donc, oui, je vais juste partir ça tout de suite. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être présent en si grand nombre pour venir nous écouter parler de notre projet PAREA qui s'est terminé là, en août l'année dernière. Simon et moi, on a travaillé là-dessus pendant 3 ans et puis, c'est ça, on n'avait pas eu l'occasion encore de présenter les résultats au Québec là-dessus. Donc, merci beaucoup d'être là. L'idée de travailler sur la communication orale en sciences, c'était une idée qui, rendons comment on dit, Saint-Pierre, Saint-Paul, enfin, rendons à Simon. Ce qui revient à Simon, c'était son idée au départ, justement, dans la suite des projets qu'il faisait. Vous connaissez probablement, ou peut-être pas, le projet pour un Montréal scientifique qui jumelle des élèves du primaire avec des étudiants de sciences de la nature du cégep. Donc, c'est de là que ça venait comment non seulement favoriser le développement de la communication orale en sciences, mais aussi comment voir les différences inhérentes d'un étudiant à l'autre, en fait, par rapport non seulement à la façon dont ils aiment ou non parler de sciences à l'oral, mais aussi de la façon dont ils pensent qu'ils sont capables de le faire ou non. Donc, je vais te passer tout de suite la parole, Simon, pour la suite. Caroline, oui. Caroline, est-ce que tu pourrais masquer les notes qui suivent les diapositives? On voit la diapositive, mais on voit aussi à droite la diapositive suivante. Comme ça, peut-être? Parfait. Yes, excellent. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, puis merci à la QPC de nous permettre de faire ce webinaire-là. C'est vraiment, comme Caroline dit, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet, puis de pouvoir diffuser nos résultats, c'est tout le temps une phase intéressante du processus de recherche. Débutons tout de suite avec des questions quiz. Vous avez 4 scientifiques, est-ce que vous en reconnaissez quelques-uns là-dedans? Vous pouvez l'écrire dans le clavardage. C'est y en a qui ont des idées de réponses. Oui, Ibaris, bravo. C'était plus facile. Marie-Victorin, excellent. Excellent. Et Fernand Séguin, bravo. C'est là en haut, c'est normal. Vous ne la connaissez probablement pas, c'est l'édition du collégial. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun, ces 3 personnages-là de notre histoire? Vous en doutez, c'est d'excellents communicateurs scientifiques. Marie-Victorin qui a fondé le Jardin botanique de Montréal, qui a participé à la création de l'ACFAS, puis qui a participé à la rédaction de livres au niveau de la communication scientifique, entre autres la flore laurentienne. Vous avez Fernand Séguin, qui est un des premiers vulgarisateurs communicateurs scientifiques au niveau de la radio, qui a une carrière en biochimie assez importante. Puis Hubert Reeves, qui a travaillé au niveau de l'astrophysique, écrit plusieurs articles, mais aussi fait de la communication au grand public. C'est intéressant de s'attarder à Hubert Reeves, parce que dans son cas, son intérêt, un de ses moments marquants, disons, de son transfert d'une communication scientifique vers une communication plus de vulgarisation scientifique, a été des soirées d'astronomie qui ont été faites en France. Et de ça, après plusieurs mois de présentation orale, les gens lui disaient qu'il avait vraiment un talent pour ça. Il s'est mis à rédiger un livre qui s'appellera plus tard Pousser à l'étoile. Puis depuis ce moment-là, sa carrière en communication scientifique est lancée. Donc, Hubert Reeves a eu un de ces moments marquants-là dans la communication scientifique qui a
peut-être rendre compte qu'il y avait cette capacité-là de les vulgariser. Peut-être qu'ils savaient depuis longtemps. J'ai envie de vous poser la question, puis c'est une question là, que je ne m'attends pas à avoir de réponse, mais plus pour vous. Est-ce que vous, comme enseignant ou enseignante, il y a ce moment marquant-là dans votre histoire, vous dites, oui, je suis un bon communicateur, je devrais peut-être aller en enseignement. Est-ce que ça s'est passé en scolaire ou en parascolaire? La réponse vous appartient aussi, s'il y a eu ce moment-là. Mais nous, ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'au collégial, quand on en parlera plus tard, dans nos résultats, ce qu'on obtient, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de communication orale en sciences de la nature. Puis Mme Julie, que vous avez là, c'est une étudiante en sciences qui, elle, fait du parascolaire dans les classes du primaire, qui est en train de découvrir une passion pour la communication scientifique, qui deviendra peut-être, on ne sait pas, prof au secondaire en sciences, on a des grands besoins à ce niveau-là, enseignante au primaire, collégial, universitaire, ou peut-être médecin qui devra communiquer avec des patients, ingénieur civil, il devra convaincre le ministère des Transports du Québec qu'il faut faire tel pont et que son pont, c'est le meilleur. Bref, que cette étudiante-là qui doit découvrir son potentiel à un moment donné, puis de développer cette compétence-là à communiquer à l'oral, parce que comme scientifique, on le sait, pour faire affaire dans la société d'aujourd'hui et de demain, on va devoir communiquer à l'oral. Nicole, ce serait le moment de sortir le quiz. Je ne sais pas si tu l'as quelque part pas loin. Oui. Alors, je le lance. Donc, vous avez 3 questions. On vous demande d'essayer de prédire nos résultats de recherche. Nous, on est un peu paresseux. Là. Plutôt que de vous les présenter, on vous demande de les inventer. Donc, je vous laisse un petit moment pour y répondre. Moi, je ne peux pas répondre. Ça dit que je peux pas, j'ai pas le droit. Tu peux donner une réponse par texto, par exemple. Et vous pouvez peut-être lire les questions, Caroline et Simon. Oui. Oui, en fait, c'est toute la même question. C'est combien vous pensez qu'il y avait de pourcentage d'étudiants qui étaient d'accord avec les énoncés? 3 énoncés différents. Le premier, apprendre à réaliser de bonnes communications orales sera pertinent dans mon futur travail pour les étudiants de sciences de la nature. Si j'avais le choix, je ne ferais jamais de communication orale. Donc là, on veut savoir combien de pourcentage d'étudiants sont d'accord avec cet énoncé-là. Et la dernière question, lorsque je communique à l'oral en sciences, je suscite généralement de l'intérêt. Là, moi, je ne vois pas les résultats. Peut-être c'est Nicole, tu les vois? Oui, je les vois, les résultats. Jusqu'à maintenant, il y a 65 participants, 70 participants sur 88 qui ont répondu. On va se donner une minute de plus, quelques secondes. Il y a Julie qui me dit qu'elle ne peut pas soumettre ses réponses. OK. Et Marie-Christine de répondre. Il faut répondre à toutes les questions pour pouvoir soumettre votre réponse. Alors, répondez à toutes les questions et ensuite, vous soumettrez votre réponse aux 3 questions en espérant que ça va fonctionner pour Julie. Il n'y a pas d'enjeu, là. On ne va pas... non, c'est anonyme. Là. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses. Là. Alors, jusqu'à un moment, il y a 77. On va arrêter à 80 réponses. C'est déjà énorme. Parfait. C'est un taux de participation de 90%. Disons qu'en enseignement à distance, c'est un très bon taux de participation. Effectivement. Donc, pour le moment, ça s'est arrêté. Alors, un taux de réponse de 89%, c'est excellent. Alors, je mets fin au sondage et je vais partager les résultats. Est-ce que je devrais arrêter de partager mon écran? Non, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que tu vois les résultats? Moi, je les vois. Est-ce que les autres les voient? Oui, les autres devraient voir les résultats. Ah, c'est super. Bon, tiens, si je ne sais pas si vous voyez mon écran ou si vous voyez autre chose, là. Alors, à la première question, ça sera pertinent dans mon futur travail. Vous avez écrit entre 20 et 40% en majorité, mais le nombre d'étudiants qui... C'est cool, hein? Sinon, le nombre d'étudiants qui disaient qu'ils étaient d'accord avec ça, c'est 86%. Donc, les étudiants trouvent que c'est extrêmement pertinent pour eux, la communication orale, pour leur futur travail. À la deuxième question, je ne ferai jamais de communication orale. Ça, c'est les pauvres petits chats là, qui n'aiment pas ça. Là. Vous aviez raison, ceux qui avaient répondu entre 40 et 60, c'est exactement 50%. Donc ça, c'était une réponse qui était franchement tranchée. Là. Il y avait vraiment la moitié des étudiants qui n'en feraient jamais. Et puis là, ce n'est pas uniquement les communications orales en sciences, c'est dans tous les domaines. Donc jamais, ils préféreraient ne jamais en faire. Malgré l'apparente contradiction avec la première question. Et la troisième question, je suscite généralement de l'intérêt.
Vous croyez que les étudiants disaient entre 20 et 40. En réalité, c'est plutôt plus de 60% des étudiants qui croient susciter de l'intérêt. C'était 63% des étudiants. Donc, on voit qu'ils ont quand même, ce qu'on aura l'occasion de parler davantage un peu plus tard, là, un sentiment d'efficacité personnelle par rapport à ce volet-là, de susciter l'intérêt, qui est quand même assez élevé à 63%. Il ne faut pas oublier que les étudiants de sciences de la nature sont très, très intéressés par les sciences, trouvent que c'est super le fun. Donc, pour eux, susciter l'intérêt en parlant de choses qu'ils aiment vraiment beaucoup, bien, ça semble quand même pas mal, au moins pour les 2 tiers de nos étudiants. Donc, brièvement, là, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les résultats d'une recherche, comme je disais d'entrée de jeu, qui a duré 3 ans. On va vous parler de 3 collectes de données différentes qu'on a faites parce qu'on a fait des questionnaires. Donc, vous avez vu 3 des questions du questionnaire. On a fait des entrevues, puis on a aussi observé des étudiants en train de faire un exposé oral dans un cours de sciences. Donc, on va vraiment vous parler de ces 3 collectes de données-là, faire une espèce de triangulation entre les données qu'on a observées dans les 3. Et puis, on va terminer avec des recommandations. Si vous avez lu notre article dans la revue Pédagogie collégiale, je sais qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, dans le fond, parce que vous aviez vu l'article, mais vous les avez vues, les recommandations. On va les illustrer de quelques petits exemples aussi. Donc, ce sera à la fin. Et puis, la période de questions, c'est ça, on garde un petit moment à la fin. Tout au long de la présentation, comme Nicole le disait, vous pouvez mettre vos questions dans le Q&R, mais à la fin, vous pourrez poser vos questions à l'oral si vous voulez. Apprenez-vous à l'oral. Donc, comme je disais tantôt, l'idée de départ venait vraiment de Simon pour essayer de voir s'il y avait une influence ou quelque chose qu'on pouvait observer, une différence dans le fond entre les étudiants qui faisaient de la communication scientifique orale dans le périscolaire par rapport à ceux qui faisaient vraiment ça seulement dans le scolaire, c'est-à-dire juste des exposés oraux. On a fait le projet entre 2017 et 2020, puis notre équipe est composée des profs que vous voyez là, en plus de Claude-Émilie Marek, qui est présente, on l'a vu tantôt dans la liste de participants, qui est notre assistante de recherche superstar, qui a travaillé avec nous pendant toute la dernière année et qui mérite vraiment un badge d'honneur. C'était fantastique. Merci beaucoup de ta collaboration. Sinon, prof de français, Julie de mon cégep, prof de bio, Frédéric de Gérald Godin et François, un de mes collègues de mon département, et quelques auxiliaires de recherche qui étaient des étudiantes de cégep, en fait, au moment où elles ont travaillé avec nous. Donc ça, c'était en gros le contexte de notre recherche. Et puis, Simon, je suis perplexe car je ne vois pas les numéros des diapos. Je croyais qu'ils étaient là. Okay. C'est pas grave, hein? Non, c'est pas grave. Fait que, en gros, je pense que là, je partage avec le son. Dis-moi tout de suite quand je vais le partir, Simon, si tu entends le son, sinon je vais l'arrêter. Parfait. Juste pour dire, dans le fond, la communication orale scientifique, c'est pas gagné, même chez les scientifiques dont c'est le travail de faire de la communication orale scientifique. Voyez-vous toujours mon écran? Je vais passer la parole au docteur. Oui, j'entends. Oui, merci, Frank. On dit Monsieur le Premier ministre, Dr. Arruda. Excuse-moi, Monsieur Frankie. Alors, écoutez, si vous le permettez, quelques petites consignes, je vous en supplie. Quand vous regardez Télé-Québec, lavez-vous les mains. Je sais, je comprends. Je suis le premier à avoir envie de faire un party avec 50 personnes autour de la piscine, boire de la bière, puis scolaire en regardant ça vaut le coup. Mais si on veut pouvoir faire ça bientôt, il faut continuer à se laver les mains. Soyez vigilants. Si vous regardez Télé-Québec, là, dans un lieu public ou pas, avec des amis, mais pas trop d'amis, pas plus que 10, maximum 50, si c'est dans un gymnase d'école bien ventilé, gardez toujours une distance d'au moins 1 mètre. Je vous en conjure, ça peut même être 1,5 m, à moins que ce soit dans un cinéparc. Lavez-vous les mains, portez un masque, ne portez pas de masque, portez un masque, ne portez pas de masque, portez un masque, ne portez pas. On lâche pas. On va aller là, question. Bon, bien sûr, loin de nous l'idée de manquer de respect au directeur de la santé publique, mais c'est juste pour dire que c'est pas gagné d'avance la communication orale scientifique, même si c'est effectivement pertinent dans le travail de plusieurs scientifiques de notre entourage. Mettons. On sait par rapport à la recherche antérieure que c'est reconnu, là, il y a un manque de formation en communication orale scientifique. Quand vous allez voir COS comme abréviation, c'est communication orale scientifique dans nos écrits. On sait que c'est peu enseigné, c'est peu pratiqué et c'est peu évalué en réalité. Ça a même d'ailleurs été observé dans le cadre des travaux actuels sur la révision du programme de sciences de la nature. On remarque des lacunes chez les finissants du programme de sciences de la nature. C'est les intervenants des universités qui l'avaient noté. Sinon, on a aussi, dans le fond,
la difficulté de maîtriser l'oral quand on n'arrive pas à trouver des moments pour pratiquer l'oral, bien sûr, c'est un vrai problème. Et puis, la responsabilité de la maîtrise de l'oral devrait être de tous les enseignants, mais pas juste des enseignants, des cours de français littérature. Les profs de sciences aussi ont la responsabilité, même si, dans les faits, c'est peu enseigné, peu pratiqué et peu évalué. Simon? Donc, rapidement, définition de la communication orale scientifique, tel qu'on l'a présenté aux étudiants quand on passait les questionnaires puis on faisait des entretiens avec eux. Ça se divise en deux grandes catégories. Le volet formel, c'est-à-dire tout ce qui est exposé oral traditionnel, entretien avec un prof pour l'évaluation, débat de classe, puis tout ce qui est communication informelle. Donc là, on parle en coéquipier de même équipe de laboratoire ou une équipe en général, ou par exemple communication informelle avec un prof. Donc ça, on rentre dans les modules informels. Nous, on s'est intéressé vraiment à la communication orale en sciences dans un exposé oral formel. Puis là, ce qu'on disait aux étudiants, c'est que ça implique des gestes non-verbaux, une prise de parole devant un groupe, puis que c'était présenté sur un sujet scientifique avec souvent une démarche de méthode scientifique en arrière, parce que dans le cas d'Euro, souvent en sciences, c'est plus argumentatif. Il y a une part informatif, mais ça peut être souvent argumentatif. Donc, à partir de cette définition-là, je vais vous présenter un modèle qu'on affectionne beaucoup. Là, Claude Émilie a travaillé énormément à ce modèle-là. On a adapté ce modèle-là de l'attitude. Donc, comment nos étudiants, dans le fond, c'est quoi leur attitude par rapport à la communication orale? Et on a pris un contexte de l'enseignement des sciences au primaire, comment l'attitude des enseignants de sciences au primaire, puis on a adapté ce modèle-là à la communication orale. Donc, dans ce sens-là, c'est original, c'est une adaptation d'un modèle. Et on a peaufiné au travers de plusieurs itérations ce modèle-là avec des questionnaires que Caroline va vous parler plus tard. C'est un modèle théorique, mais qui a été validé expérimentalement. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez bien ficelé. Donc, ce modèle d'attitude-là, il est divisé en trois grandes dimensions. Les croyances cognitives de l'étudiant envers la tâche, l'état affectif envers la communication orale, puis la perception de contrôle, envers la communication orale. Ces trois dimensions-là, on a 6 sous-composantes. La perception de la pertinence, qu'on vous a demandé tout à l'heure de répondre. Est-ce que les étudiants trouvent ça pertinent? Vous savez déjà maintenant qu'ils trouvent ça très pertinent. L'état affectif, il y en a 2. Le plaisir et l'anxiété. Ce n'est pas parce qu'on a du plaisir qu'on n'a pas d'anxiété. Là, ça ne va pas nécessairement sans s'opposer. On peut avoir du plaisir et de l'anxiété en présentation orale ou inversement, pas de plaisir par l'anxiété. On a observé ça. Donc, mais autre chose qui est intéressant à dire là-dedans au niveau de l'état affectif, c'est l'anxiété. Ce qu'on a vu dans la littérature, c'est que l'anxiété bouge dans le temps. Par exemple, si vous annoncez à un étudiant qui va avoir un exposé oral, son anxiété va monter. Puis après ça, plus il va se préparer à cet exposé-là, plus son anxiété va diminuer. Donc, il y a un contrôle, dans le fond, sur son anxiété. Quand le moment de l'oral arrive, là, l'anxiété augmente, ou le stress sur l'anxiété, dépendamment des cas. Et plus la présentation va, là, il y a une fluctuation très forte, dépendamment si ça se passe bien ou moins bien pendant la présentation. Donc, ça, c'est l'état affectif, avec 2 sous-composantes. Maintenant, la perception de contrôle, 2 sous-composantes aussi, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, est-ce que je me sens efficace à préparer une présentation orale et à vivre la présentation orale en elle-même? Est-ce que j'ai une dépendance au contexte? Ça, c'est plus subtil comme concept. La dépendance au contexte, c'est si je n'ai pas un petit carton de notes, est-ce que... Ah, OK. Merci, Nicole, pour le commentaire. Donc, pour la dépendance au contexte, si je n'ai pas un petit carton de notes, je ne serai pas capable de faire mon oral finalement. Ou si je ne fais pas mon oral en équipe, je ne serai pas capable de faire l'oral. Donc, je suis dépendant du contexte de l'enseignant finalement. Donc, ce qu'on souhaite, dans le fond, dans ce cas-là, c'est d'avoir une indépendance du contexte. Peu importe si on me place en équipe, si je n'ai pas le droit des notes, si j'ai le droit des notes, je vais bien performer à l'oral. Et ce qu'on s'est rendu compte, puis juste avant, le sentiment d'efficacité personnelle, ça, c'est aussi quelque chose qu'on a trouvé dans notre recherche. Il se divise en 2 composantes à l'oral. Globalement, en général, dans d'autres domaines, le sentiment d'efficacité personnelle, dans d'autres disciplines, c'est un bloc. Mais nous, on a réussi à le décomposer en 2 blocs. Tout ce qui est normes et contenu, donc le sentiment d'efficacité personnelle par rapport au contenu de la science. Donc, quand je fais un oral en science, est-ce que je maîtrise bien le contenu? Puis est-ce que je respecte les normes de présentation? Les normes de présentation en termes de temps, en termes de normes langagières aussi, la rapidité de la parole, des intonations, etc., etc. Donc, c'est la perception de l'étudiant envers le sentiment d'efficacité personnelle, des normes et du contenu.
Le sens du spectacle, c'est l'aspect, en anglais, on appelle ça le delivery. C'est l'aspect un peu théâtral ou l'aspect d'être capable d'aller capter l'attention de l'auditoire. Est-ce que je suis capable d'être intéressant? Est-ce que je suis capable d'aller chercher l'attention de l'auditoire? Et est-ce que je suis capable d'adapter mon discours? Si je parle à un large public ou si je parle à des collègues de classe ou si je fais une conférence, est-ce que je suis capable d'adapter ce discours-là? Donc, c'est les deux à la fois. Et toutes ces composantes-là, dans le questionnaire qu'on va vous présenter, perception de la pertinence, plaisir, anxiété, normes et contenus et sens du spectacle, sont corrélés. Ils sont corrélés, c'est-à-dire que perception de la pertinence, plaisir, il semble avoir un lien positif entre les deux, ce qui résulterait aussi en anxiété plus faible, normes et contenus, sens du spectacle élevé. La dépendance au contexte a émergé de nos analyses qualitatives, donc on n'a pas de lien avec les autres concepts, mais on suspecte fortement qu'il y a un lien avec les autres concepts de toute façon. Donc, toutes ces 6 composantes-là, ces sous-composantes-là de l'attitude, mènent à l'action. Donc, l'action, c'est le comportement qu'on observe, c'est-à-dire la performance en tant que telle à l'oral. Donc, est-ce que l'étudiant s'engage dans sa préparation? Est-ce qu'il performe bien en termes de compétences langagières, compétences sens du spectacle et compétences au niveau du contenu qui est livré? Donc, nous, on va premièrement regarder les sous-composantes. On va réfléchir à ça avec le questionnaire. Dans un deuxième temps, on va vous présenter un résultat qui lie l'attitude avec l'action, donc avec la compétence dans les vidéos qu'on aura analysées. Donc, je vous en avais déjà parlé plus tôt. On a fait 3 collectes de données. Le questionnaire PACOS. Le PACOS, c'est pour perception et attitude envers la communication orale scientifique, dont vous avez déjà vu 3 questions, comme je disais tantôt. On est allé observer des exposés oraux en classe juste avant le confinement. Donc, on est arrivé juste à temps pour avoir des vraies classes avec des vraies personnes. Et puis, on a mené des entrevues avec certains étudiants pour aller clarifier ce qu'on avait cru comprendre de ce qui nous avait répondu dans les questionnaires, en réalité. Le questionnaire PACOS a été passé 2 fois, une fois au début et une fois à la fin d'un cycle de 2 ans. Donc, c'était des mesures qu'on pourrait dire longitudinales. On a fait ça comme en espèce de 3 phases, on pourrait dire. Première phase, on a fait une phase préliminaire où on a juste testé pour valider notre questionnaire. On était dans un seul cégep. Ça, c'était à l'hiver 2018. Ce n'est pas de ces résultats-là dont je vais parler aujourd'hui parce que c'est ça, c'était juste une phase préliminaire avec peu d'étudiants. C'est vraiment la phase principale qui a été, où on a passé le questionnaire 2 fois. Une fois à l'automne 2018 à des étudiants qui étaient en première session, à 1292 étudiants en fait de 7 cégeps. Là, vous voyez sur la carte derrière où se situent ces cégeps-là. Bon, vous pouvez les voir que c'est quand même localisé autour de Montréal, sauf pour le cégep de Sorel-Tracy. Et on a repassé le même questionnaire après, à la session 4, dans le fond, quand les étudiants étaient en 4e session, on a repassé le questionnaire aux mêmes étudiants. Là, bien sûr, on a eu ce qu'on appelle en recherche, on a eu beaucoup de mortalité expérimentale, c'est-à-dire qu'il y a peu de monde qui a répondu au 2e questionnaire, mais c'était attendu. C'est difficile d'avoir un bon taux de réponse au 2e questionnaire, mais quand même, à 266 participants, ça nous permet quand même de tirer des conclusions. Et c'est à la session 4, dans le fond, à l'hiver 2020, où on a aussi observé les exposés et réalisé les entretiens avec les étudiants. Le questionnaire, c'est un questionnaire sur une échelle de Likert. L'échelle de Likert, c'est êtes-vous d'accord avec l'énoncé, là, avec 4 paliers, totalement d'accord, d'accord, en désaccord ou totalement en désaccord. Puis les scores sont attribués comme ça, là, de 1 à 4. Fait que tantôt, quand on va vous parler de moyenne de score, il faut que vous gardiez en tête que c'est sur une échelle de 1 à 4, où la moyenne serait 2,5 dans le fond. Donc, au-dessus de 3, c'est d'accord, alors qu'en dessous de 2, c'est plutôt en désaccord. On avait des composantes dont Simon a parlé tantôt dans le modèle et vous reconnaissez en fait les mêmes composantes qui étaient dans le modèle tantôt. Là, c'est juste pour vous dire combien il y avait d'items, c'est-à-dire combien il y avait de questions dans le questionnaire sur chacune des composantes. Puis il y a beaucoup de choses dans la diapo, là, mais je veux juste vous dire exactement ce qui était les énoncés des questions pour chacune des composantes pour vous donner comme une bonne idée, là. Donc, la composante plaisir, les mots-clés qu'on pourrait trouver, c'est plaisir, enthousiasme ou j'aime. Par exemple, j'ai beaucoup de plaisir à faire une communication orale en sciences. Ça, c'était un des énoncés. Anxiété, c'est ça, c'est stressé, nerveux, tendu. Par exemple, réaliser une communication orale en sciences me rend nerveux.
La perception de pertinence, c'est la question que vous avez vue tantôt. Ça sera pertinent dans mon futur travail. Le sentiment d'efficacité personnelle ou SEP, normes et contenu, comme Simon l'a expliqué, bien, par exemple, je donne des explications claires lors de mes communications orales en sciences. Par opposition au sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire comment les étudiants pensent qu'ils sont bons par rapport au sens du spectacle. Par exemple, je sais capter l'attention de mon auditoire lorsque je fais une communication orale en sciences. Mais on voit que c'est vraiment deux composantes différentes, là. On peut penser qu'on est bon en normes et contenus sans nécessairement penser qu'on est bon en sens du spectacle parce que c'est réellement deux construits différents par rapport à la communication orale. On voit ensuite dans les deux colonnes qui suivent les moyennes, les scores moyens dans le fond aux sessions 1 et session 4, donc à l'entrée du cégep et lorsque les étudiants étaient à la 4e session. J'évite de dire lorsqu'ils étaient finissants parce que ce n'est pas tous les étudiants en 4e session qui sont finissants, bien que ce soit un programme de 2 ans. Là, vous comprenez, il y a des étudiants dont les études durent un peu plus que 4 sessions, mais bref, à la session 4. Il n'y a pas de différence significative entre les composantes en session 1 et session 4 pour anxiété, perception de pertinence et normes et contenu, mais il y a une différence significative de score de plaisir, donc c'est pour ça que c'est en rouge, là, entre la session 1 et la session 4, et une différence significative de SEP, sens du spectacle, entre la session 1 et la session 4. Donc, les étudiants en session 4 ont plus de plaisir à faire des communications orales en sciences et ils ont aussi une meilleure perception de leur capacité à donner un bon spectacle. Là, vous allez dire, ouais, les autres aussi ont des différences, mais ce ne sont pas des différences qui sont statistiquement significatives. Et il faut aussi prendre ces résultats-là avec quand même derrière la tête l'idée que c'est vrai qu'en session 4, ce ne sont pas tous les étudiants qui ont répondu et peut-être que notre échantillon de la session 4, vous vous rappelez les 266 personnes qui avaient accepté d'y répondre, peut-être que c'est des étudiants qui aiment bien la communication orale, donc c'est peut-être eux qui ont eu plus tendance à accepter de répondre au questionnaire en 4e session. Donc là, il faut prendre ça peut-être un peu, gardons ça en tête, disons, ne pas tirer trop de conclusions hâtives. Bref, on a aussi regardé la différence pour la session 1, donc la session avec, on pourrait appeler l'échantillon non biaisé, entre les garçons et les filles. C'est assez intéressant de voir les différences qui sont elles aussi représentées ici en rouge. Donc, quand elles sont significatives, les différences sont représentées en rouge, le score le plus élevé. On voit que pour le plaisir, les garçons disaient avoir plus de plaisir à faire des communications orales et disaient avoir moins d'anxiété aussi, parce qu'on voit que c'est les filles qui avaient un score d'anxiété plus élevé. Tandis que c'est les filles qui trouvaient que c'était plus pertinent, soit dans la vie de tous les jours, dans la vie ou dans la vie professionnelle, d'apprendre la communication orale scientifique. En général, le plaisir et l'anxiété sont toujours très, très fortement corrélés, c'est-à-dire quand on a plus de plaisir, habituellement, pour la plupart des étudiants, là, il y a aussi moins d'anxiété. Et pour ce qui est de la perception de pertinence, là, la seule hypothèse qu'on peut avancer, pourquoi les garçons pensent que c'est significatif, que les garçons pensent significativement moins que c'est pertinent pour eux, c'est peut-être que dans notre échantillon, on avait observé qu'il y avait beaucoup plus d'étudiants qui voulaient aller dans des domaines de sciences appliquées, comme en génie par exemple, que de filles qui voulaient aller dans ces domaines-là. Les filles voulaient plutôt aller dans des domaines qui étaient en plus grande majorité liés à des domaines de la santé. Donc, peut-être que c'est pour ça, aux questions, est-ce que tu penses que ça va être pertinent dans ton futur travail? À tort ou à raison, les étudiants peut-être qui croyaient en allant en génie qu'ils n'allaient pas avoir besoin de parler au ministère des Transports, par exemple. Donc, à tort ou à raison, peut-être qu'ils pensaient, en entrant au cégep en première session, que ça serait moins pertinent pour eux. Mais voilà, donc ça reste à valider. Ici, on voit seulement, ce ne sont seulement que des hypothèses interprétatives là-dessus. Sinon, on voit que les scores, je vous avais dit tantôt, quand c'est au-dessus de 2,5, de 2,5, les gens sont d'accord avec les énoncés. On voit qu'à propos de l'anxiété, tout le monde est quand même assez d'accord qu'ils sont anxieux et stressés. Là, vous allez dire, mais c'est évident, ce sont des êtres humains et tout le monde est un peu stressé à faire de la communication orale. Effectivement, on voit que la perception de pertinence est très, très élevée, mais ça, vous le saviez avec le petit quiz qu'on vous avait fait faire au début. On a aussi regardé s'il y avait une différence selon la langue parlée à la maison, parce que
la langue parlée à la maison versus la langue parlée dans un exposé oral, on croyait que peut-être il y allait avoir une différence significative entre les gens qui parlaient le français à la maison par rapport aux étudiants qui parlaient une autre langue à la maison. On ne pouvait pas faire une analyse distincte selon quelle langue était parlée à la maison parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants dans chacune des autres familles de langues. Mais ce qu'on voit, c'est que les étudiants qui parlent une autre langue que le français à la maison dans notre échantillon, et c'est quand même pas mal, il y avait 400 personnes qui parlaient une autre langue que le français à la maison, disaient avoir plus de plaisir et moins d'anxiété que les étudiants dont le français était la langue, pas la langue maternelle, mais bien la langue parlée à la maison. Ce qui nous a quand même beaucoup étonnés. Et ça, pour ça, on n'a pas d'explication. On aurait tendance à croire peut-être si ce n'est pas la langue qu'ils parlent à la maison, ils sont moins à l'aise avec cette langue-là. Et pourtant, la communication orale semblait pour eux significativement plus plaisante et moins stressante, ce qui est quand même étonnant. Sinon, pour les normes et contenus, là, on voit que les étudiants qui parlent le français à la maison avaient l'impression d'être meilleurs, donc avoir un meilleur sentiment d'efficacité personnelle que les étudiants dont la langue était une autre que le français. Mais ça, c'est normal parce que les énoncés de SEP, normes et contenus, c'est beaucoup par rapport à non seulement le contenu scientifique, mais aussi, comme Simon le disait, la qualité de la langue. Donc là, ça, c'est normal que cet énoncé-là apparaisse un peu plus élevé pour les étudiants dont la langue était le français. Simon. Oui, on passe à la deuxième partie de ce que je vous disais tout à l'heure. On va faire le lien entre l'attitude et la performance avec les observations des exposés. Donc ça, c'est une partie aussi qui était très intéressante. On est allé en classe, puis on a observé différents exposés de projets d'intégration dans 3 contextes différents. Dans un contexte de cours d'intégration biologie-maths, un contexte de chimie, puis un contexte de physique. Comme vous voyez, les 3 contextes sont assez similaires. Dans le fond, ils présentaient un avant-projet à peu près au tiers de la session de 10 à 12 minutes. En physique, c'était le résultat d'une expérience scientifique, mais ça reste quand même, somme toute, le même contexte dans le même, en 4e session, avec dépendamment des cas, 1 ou 2 professeurs, avec une partie de la classe, la totalité de la classe, présentation multimédia dans 2 cas, présentation par affiche mais projetée dans l'autre cas, pondération similaire, et des consignes un petit peu différentes, puis une préparation un peu différente selon le cas. Mais globalement, on avait 3 situations qui étaient assez représentatives, assez similaires. Je tiens quand même à dire, là, la dernière ligne, c'était 12, 7, 7. Donc, on a fait 26 analyses vidéo. C'est très long faire des analyses vidéo. Donc, ce qu'on va vous donner comme résultat, il faut mettre le bémol que c'est seulement fait avec 26 analyses vidéo. Donc, c'est très exploratoire. C'est pour vous donner des pistes de réflexion pour la suite des choses. On trouvait ça intéressant d'avoir l'attitude, mais on voulait absolument avoir un lien entre l'attitude et la performance, autrement dit. Donc, on a des premiers résultats en lien avec ça. Ce qu'on vous présente à l'instant. Avant, je vais vous présenter la grille d'analyse qui est disponible dans le rapport PAREA. Donc, ça, vous pourrez y avoir accès avec tous les critères détaillés. On vous présente juste le niveau de performance supérieur dans celle-ci. Dans le fond, là, on n'est pas en termes de SEP, normes et contenu au centre du spectacle. C'est vraiment la compétence en tant que telle, donc la compétence norme. Donc, la qualité de la langue, fluidité du discours, respect des éléments prosodiques, la voix. La compétence de contenu, est-ce que ce que je dis est juste? Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans ce que je dis? Est-ce que c'est cohérent l'argumentaire que je développe? Puis est-ce que les explications scientifiques d'un concept à l'autre sont justes aussi? Donc, la compétence de contenu et la compétence sens du spectacle, c'est la même chose qu'on vous définissait auparavant, mais cette fois-là pour la compétence. Donc, est-ce que je prends la peine de vulgariser, d'adapter mon discours à l'auditoire? Est-ce que j'ai un langage, un contact visuel, un enthousiasme, une posture gestuelle qui est appropriée? Et ce qu'on voit, puis on s'y attendait, peut-être avant d'aller à la prochaine diapo, là, les résultats sont... Non, c'est bon, c'est bon. Les résultats sont super bons. Fait que ça, on s'attendait à ça. C'est des étudiants finissant en sciences de la nature, une moyenne d'à peu près 80% là, pour l'ensemble des critères de performance. Donc ça, c'est très bien. On est satisfait de ça. On a un petit peu... Le centre du spectacle, on est à peu près à 75 là, en moyenne. C'est un petit peu plus bas. C'est un petit peu plus bas que le reste. C'est-à-dire que le nombre est contenu. On sent que nos étudiants performent un petit peu plus qu'au niveau du sens du spectacle. Donc déjà, ça, c'est un résultat intéressant à mentionner. Maintenant, le lien que je vous parlais entre l'attitude et l'action, ben, ça peut paraître surprenant, mais il y a seulement le plaisir et le sens du spectacle qui sont corrélés avec la compétence globale. Donc, autrement dit, si un étudiant nous dit avoir plus de plaisir puis un sens du spectacle plus développé, ça corrèle avec une compétence plus élevée de façon globale à l'oral.
Et puis les corrélations sont quand même assez significatives, 0,45 et 0,42. Donc, c'est intéressant de voir que si on travaille sur le concept, si on travaille sur le plaisir des étudiants de faire un exposé oral, puis le sens du spectacle, on risque d'amener une compétence plus élevée, ou à l'inverse, on ne sait pas dans quel sens c'est la relation. Et si on a une compétence plus élevée, on va avoir plus de plaisir et un sens du spectacle plus élevé. Donc, ce lien-là, ce triangle-là, nous apparaît vraiment important comme résultat. Donc, voilà. Puis, pour aller plus dans le détail là, de ce résultat-là, vous avez ici les corrélations. Le score global de performance corrèle avec le sens du spectacle avec 0,42, ce qu'on a vu dans la diapositive antérieure. Donc, effectivement, il y a un lien entre le score global et ce que les étudiants se perçoivent comme étant capables de livrer un message intéressant. Puis, encore, la corrélation est encore plus forte si on prend juste les critères score, sens du spectacle. Donc, comment nous, on les évalue en termes de performance à susciter l'intérêt. Eux, comment ils s'évaluent, il y a vraiment une corrélation forte. Ils sont très bons pour faire cette évaluation-là. Mais là où ça se gâte, entre guillemets, c'est que le lien entre le norme et contenu et le score global, il n'y a pas de corrélation significative. Donc, c'est pas parce que ça peut paraître surprenant, leur sentiment d'efficacité en normes et contenu ne permet pas de faire un lien fort avec le score global de leur performance. Et donc, c'est comme si c'était mauvais, dans le fond, pas très, très habile à prévoir leur performance en normes et contenu, parce que la corrélation n'est pas forte avec leur en lien avec leur SEP. Puis là, on n'est pas certain encore une fois, là, on essaie d'interpréter un peu ces résultats-là. C'est une hypothèse de travail. Mais ce qu'on pense, premièrement, notre échantillon n'est pas très élevé. Il faut mettre un bémol avec ça. Puis deuxième hypothèse de travail, c'est que le sens du spectacle, c'est une évaluation globale en sciences. C'est-à-dire que c'est quoi la capacité à susciter l'intérêt en chimie, en bio, en physique, mais ils font une espèce de moyenne quand ils s'auto-évaluent. Peut-être que ça, c'est une compétence qui est plus transversale. Je suis intéressant, peu importe le sujet. Tandis qu'en normes et contenus, ben, je me sens peut-être plus à l'aise à parler d'un oral en chimie que d'un oral en physique ou inversement, alors que nous, on les évalue dans un contexte particulier. On évalue la compétence dans un contexte particulier. Donc, ça serait peut-être plus dépendant du contexte, dans le fond, le SEP, la compétence de contenu par rapport au SEP normes et contenus. C'est peut-être pour ça qu'il y aurait moins de corrélation entre les deux. Mais encore une fois, c'est une hypothèse pour qu'on élimine. Sinon, comme je vous disais aussi, on avait fait des entrevues. Ben, là, c'est des études de cas parce que je ne vais pas vous présenter le portrait de tous les étudiants qu'on a passés en entrevue. Au total, on en avait 36. Et puis là, on voit qu'on les a catégorisés selon leur catégorie de SEP, c'est-à-dire ceux qui croyaient qu'ils étaient, et là, c'est un score de SEP combiné, là, normes et contenu et sens du spectacle. Les étudiants qui pensent qui ont un SEP faible, c'est les étudiants qui pensent qu'ils ne sont pas très bons en faire des exposés oraux. Les moyens, ben voilà. Puis les SEP élevés, c'est ceux qui ont un fort sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont très bons pour faire ce genre d'exposé-là. Donc, on voit la répartition là, dans notre échantillon complet puis dans les entrevues. Donc, c'était représentatif. C'était plus difficile d'aller faire des entrevues, bien sûr, avec des étudiants dont le SEP était faible parce que ce n'est pas des étudiants qui étaient spontanément volontaires pour faire des entrevues qui étaient à l'oral aussi. Donc, on est quand même content d'avoir eu la participation de ces 5 étudiants-là bien courageux. En gros, ce qu'on leur a demandé, puis là, on pouvait creuser plus loin. Donc, on a demandé aux étudiants pourquoi est-ce qu'ils étaient anxieux. Pas juste comme ils sont anxieux, on l'a vu dans le PACOS, mais pourquoi ils sont anxieux. La principale raison d'être anxieux, c'est de se sentir écouté. Fait que là, vous allez dire, oui, c'est normal. Mais effectivement, quand on a l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent, ben, ça peut nous donner l'impression parce qu'on se sent jugé. C'est beaucoup se sentir jugé. La deuxième raison qui est la plus forte pour être anxieux, c'est à propos du contenu. Là, je trouve ça difficile, c'est du contenu scientifique, je ne suis pas sûre d'être super bon là-dedans, donc ça me rend stressée de faire des exposés oraux. Mais regardez la barre bleue, parce que là, la barre verte, c'était les raisons d'être anxieux, mais raison de ne pas être anxieux, c'est la barre bleue qui est superposée. Donc, le contenu, bien, c'est autant une raison d'être anxieux que de ne pas être anxieux. Donc, les étudiants nous disent « Ah, ça me stresse vraiment parce que ce sujet-là, il était difficile » ou mais il y a d'autres étudiants qui nous disent, ou même des fois le même étudiant qui nous dit « Ah, mais ça ne me stressait pas parce que c'est un contenu que je maîtrisais vraiment bien. » Donc, effectivement, le contenu, c'est une raison qui est souvent évoquée pour expliquer le stress ou le pas de stress. Sinon, ben, les autres réponses les plus fréquentes, c'était la perception de soi, le plaisir. Il y a des étudiants qui disaient « Ça ne me stresse pas parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. » Le cadre de l'exposé devant un grand groupe, ça me stresse beaucoup. Ou,
ou à l'opposé, faire un exposé devant un petit groupe, là, on a plus l'impression qu'on se sent jugé, donc le cadre. Il y a beaucoup de monde qui nous disent, moi, je ne suis pas anxieux parce que je l'ai fait souvent. Donc, les occasions de pratique, c'est aussi une raison de ne pas être anxieux. Puis la langue, là, c'était surtout pour les étudiants dont la langue n'était pas le français. Sinon, on leur a aussi demandé pourquoi est-ce qu'ils aimaient ça, faire les exposés oraux. Donc là, ici, la barre bleue, c'est aimer les exposés. Alors, on voit que les étudiants aiment faire des exposés en sciences à cause du contenu scientifique en vaste majorité. Ils aiment les sciences, ils aiment parler de sciences, donc ça leur plaît de parler de sciences. Et l'autre raison la plus fréquente, c'est la formule pédagogique qui nous disent on n'en fait pas tellement souvent, c'est différent, c'est plus dynamique, on a l'impression de ne pas être assis en train de prendre des notes. Donc, ils apprécient la formule pédagogique en tant que telle. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'avant-dernière colonne. Hein? C'est une occasion d'apprendre, pas juste apprendre en écoutant les exposés des autres, mais avoir l'impression de creuser un sujet, d'apprendre des choses qui nous intéressent quand on prépare notre exposé oral. Ça, les étudiants aiment beaucoup ça. Mais encore une fois, ça revient au fait qu'ils aiment beaucoup les sciences. Les raisons de ne pas aimer les exposés, c'est encore une fois parler et être écouté. C'était une raison d'être stressé, c'est aussi une raison de ne pas aimer ça. J'aime pas ça, me sentir écouté, ou alors j'aime pas ça, ne pas me sentir écouté, parce que j'ai l'impression que quand je fais mon exposé oral, les autres, ils pensent juste à leur prochain exposé oral parce qu'ils sont les prochains à passer, puis ils ne m'écoutent pas, j'aime vraiment pas ça. Donc, ça revenait souvent. Et bien sûr, le stress, ça enlève le plaisir. Je suis trop stressée, ça me donne pas le goût d'en faire, j'aime pas ça être en train d'en faire. Ce qui est intéressant, c'est que la perception de soi, c'était une raison d'aimer les exposés oraux. J'aime ça parce que j'ai l'impression que je suis capable de le faire. J'aime ça parce que j'ai l'impression d'être bon. J'ai l'impression que les gens qui m'écoutent, ils me font un petit high five. C'est quelque chose de très valorisant pour les étudiants qui nous disaient qu'ils aimaient ça. Pour cette raison-là. Sinon, dans les entrevues, c'est ça, on a mesuré là, les scores avec le questionnaire des étudiants qu'on a passés en entrevue. Puis là, ce graphique en toile d'araignée nous montre pour 10 étudiants, c'est quoi leur score moyen à ces 5 facteurs-là, les 5 facteurs dont on a déjà parlé. Puis on voit que c'est assez variable. Mais là, c'est sûr qu'ils sont tous empilés, là, puis on ne les voit pas bien. Je vais vous parler d'un petit nombre de ces étudiants-là. Et pour chacun, vous pouvez voir le graphique en toile d'araignée, là, il va être à côté pour chacun. Donc, Sarah, elle, c'était une étudiante dont elle trouvait que c'était pas très pertinent pour elle, qu'elle n'avait aucun plaisir, qu'elle sentait pas qu'elle avait un sentiment d'efficacité, puis elle était très anxieuse. Elle me dit, elle nous dit qu'elle pratique son texte plein de fois, elle l'apprend par cœur, elle pratique plein de fois. Elle dit que c'est pas vraiment important pour elle parce que selon elle, la communication orale, la communication peut tout passer par l'écrit. Puis qu'en science, on n'a pas besoin de passer des émotions, donc tout peut passer par écrit. C'est pas important d'apprendre à communiquer à l'oral. Puis sur le stress, c'en était une qui nous disait « J'aime vraiment pas ça, c'est beaucoup trop de stress. » Puis elle, c'était pas juste au moment de le faire, mais bien dans les semaines qui précédaient, beaucoup trop de stress pour juste 10 minutes de présentation. Sinon, Guillaume, lui, nous parlait de moments marquants. Simon, on a parlé au début, là, un moment marquant dans sa carrière d'étudiant. Simon, on voit que la perception de pertinence était très élevée, sentiment d'efficacité personnelle et plaisir aussi. Lui, c'est quand il avait fait une activité, il avait animé un petit bye-bye. Il y a eu un moment de gloire, c'est-à-dire, puis c'est lui, là, c'est dans ces mots-là, j'ai eu un petit moment de gloire. C'est-à-dire que d'un étudiant plutôt moyen qui passait un peu inaperçu, il est devenu un peu une star de son école secondaire, puis c'est ça, à partir de ce moment-là, il s'est beaucoup impliqué, mais il s'est impliqué dans la communication orale à l'extérieur des cours de sciences. Lui, c'est ça qui a fondé son sentiment d'efficacité personnelle. Justement, quand les étudiants, pour lui, c'est ça, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y avait un déficit de l'attention, mais il avait l'impression que son déficit de l'attention, non seulement ici, c'était un petit peu difficile pour lui de faire de la communication orale toujours bien sur le sujet, mais aussi, cet étudiant-là et d'autres nous ont dit, des fois, quand on a des troubles d'apprentissage, la communication orale, ça peut nous aider à passer par-dessus d'autres difficultés, par exemple, des difficultés qui seraient en communication écrite. Donc, c'est quand même intéressant. Les étudiants nous en parlaient assez volontiers. Les étudiants inside, là, ils nous en parlaient assez volontiers de la communication orale par rapport à si ça avait une influence ou non. Charlotte, elle nous parlait de l'anxiété, mais on voit que son anxiété était plutôt moyenne.
Elle nous dit si ça paraît que tu récites un texte, ce n'est pas intéressant. Je me considère dynamique. Je me fais un texte, mais ça ne sonne pas comme si je récitais un texte. Je ne récite pas exactement tous les mots. Ça, c'est un énoncé qui nous parle du sens du spectacle ici. Elle l'a bien intégré. Puis elle a développé, dans le fond, sa façon de se préparer, qui était très différente de la première étudiante qui nous disait qu'elle le prenait par cœur et qu'elle se pratiquait beaucoup. Elle nous dit qu'elle a toujours été confiante à l'oral, surtout quand je me prépare. Et puis, elle, son moment marquant, c'était un long moment marquant. En fait, c'est l'école alternative au primaire. Et il y a beaucoup d'étudiants qui nous parlaient de ça. Un moment fondateur qui remontait à très loin dans leur histoire personnelle. C'est-à-dire que, c'est ça, elle, à son école au primaire, elle faisait beaucoup, beaucoup d'exposés oraux. Puis c'est ça qui a fondé son sentiment de confiance là, à l'oral. C'est une étudiante qui était aussi très bonne à l'oral. On voit que pour beaucoup d'étudiants, le SEP est fondé sur des expériences très, très anciennes. Victor, un autre étudiant qui fondait son SEP sur une expérience de primaire, c'est que lui, il faisait l'école à la maison carrément. Donc, il faisait beaucoup d'exposés oraux devant sa famille et les amis et tout ça. Et puis lui, il nous dit, pour l'importance de l'oral, ça vaut la peine, je vais vous lire au complet celui-là. La communication orale, c'est très important, pas juste devant un groupe, mais dans plein de sphères de notre vie. Mais en classe, ce n'est pas la bonne façon qu'on nous le fait faire. On n'apprend pas à communiquer, mais on apprend un texte pour dire ce que le prof veut entendre. L'accent n'est plus sur la qualité du message, mais sur avoir des points ou dire ce que le prof veut entendre. On voit qu'il était quand même assez critique sur la façon dont les exposés oraux étaient faits à l'école. Et lui, c'était quelqu'un qui trouvait que l'oral était très, très important. On voit la valeur accordée très, très, très élevée. Juste pour dire, lui, elle ne prenait pas un texte par cœur, c'était pour parler justement de son sentiment d'efficacité personnelle à l'oral, qui était le SEP, sens du spectacle, était très élevé aussi. Donc, ce qu'on voit, là, c'est les 4 étudiants qu'on a essayé de représenter sur des graphiques. C'est très approximatif. C'est juste pour voir à quel moment dans leur parcours de vie les moments marquants se produisent. Puis, on voit que pour la plupart, c'est ça, il y a un moment marquant qui arrive tôt dans leur vie. Sarah, l'étudiante qui était très stressée, elle avait fondu en larmes dans un exposé oral au primaire. Puis ça a été difficile pour elle pendant toute son primaire à cause de ça. Un petit peu d'amélioration de la confiance au secondaire, puis ça avait retombé au cégep. Donc, on voit que les moments marquants peuvent être soit des événements fondateurs positifs ou négatifs sur le sentiment de confiance. Mais chez les étudiants qu'on avait interrogés, ça remontait toujours très loin, souvent au primaire, le premier moment, disons. Donc, c'est ça, je vous avais dit qu'on allait vous parler des recommandations qui étaient dans notre rapport et les illustrer un peu. Donc, Simon va commencer avec les premières. Oui, quand je vois le temps de filer, je vais y aller vraiment de façon synthétique. J'aimerais qu'on ait du temps pour entendre quelques questions. Puis à l'après, ceux qui vont quitter leur l'heure, parce que c'est autre chose, on comprend ça. Nous, on restera un petit peu là pour discuter avec ceux qui auront un petit peu plus de temps. Là. Donc, 4 premières recommandations sur la pratique dans les cours. Ce qu'on s'est rendu compte, là, les recommandations qu'on vous donne là, c'est basé bien sûr sur la recherche et sur les entretiens qu'on a eu avec les étudiants. Puis on vous donne des citations, dans le fond, les plus représentatives pour chacune des recommandations. Donc, ce qu'on conçoit, puis c'est la 1 et la 5, je vais les résumer ensemble, il faut pratiquer plus l'oral au collégial ensemble de la nature. Que ce soit dans les programmes, dans les cours de formation spécifiques, ils nous disent qu'on n'en fait pas assez, autant dans la formation générale, ils nous disent qu'on n'en fait pas assez. Puis ça, c'est eux qui nous disent, puis nos données, ce qu'on obtient comme données, ça concorde et il n'y en a vraiment pas beaucoup qui se fait. Est-ce que tu permets, Simon, que je pose un petit sondage où je demande aux gens si l'épreuve synthèse de programme exige une communication orale? Juste pour avoir des réponses rapides de la part des gens. OK. Mais je te laisse parler pendant ce temps-là. Ah, OK, parfait. C'est bon. C'est bon. Donc, deuxième qu'on trouve très importante, je vais la relier avec la 3 et la 4. Il ne faut pas juste faire des exposés oraux formels, sommatifs. Il faut en faire des formatifs. On a rencontré Christian Dumais, qui est un spécialiste de l'oral, qui nous disait qu'il faut les préparer pour baisser l'anxiété de nos étudiants et le stress. Il ne faut pas juste que ce soit un contexte devant la classe. Il faut varier les formes d'exposés oraux. Ça peut être dans des débats de classe, ça peut être dans des entretiens 1 à 1 avec le prof, mais ça peut aussi être dans des situations formatives. Puis, La Fontaine et Dumais, justement, ont écrit un livre que je vous recommande,
qui est d'une façon d'enseigner, d'une activité formative pour enseigner l'oral. Donc, c'est possible d'enseigner l'oral. Oui, présenter la grille d'évaluation puis bien le faire, c'est une bonne recommandation, mais tout ce qui est en amont, leur renseigner, dans le fond, la communication orale, ça doit se faire. Autant en formation générale qu'en formation spécifique, il y a un discours propre à la science, donc il faut montrer les spécificités dans les cours de sciences. Donc, ça résume pas mal. Oui. Puis, je vous dirais, dans les autres recommandations qu'on peut faire, stimuler l'intérêt en tablant sur, parce que ça rejoint un peu les résultats au niveau de la performance, ce que je vous disais plus tôt, sur les contenus scientifiques en leur permettant de choisir leur sujet. Donc, si dans nos sujets, dans nos cours, on donne le choix du sujet de l'oral, qu'on fait des oraux en sciences, pardon, ça risque d'être vraiment intéressant parce que là, on a vu avec Caroline que quand c'est un oral en sciences en particulier, il y a un intérêt qui est plus fort, donc on risque d'avoir plus de plaisir. Puis si on choisit leur sujet, bien, on touche sur la dimension de la perception de contrôle. Donc, ils vont pouvoir choisir un sujet dans lequel ils ont leur contenu, dont mes contenus, ils se sentent plus efficaces dans ce contenu-là et qui ont plus de plaisir. Donc, ça risque d'avoir un impact sur l'engagement et sur le résultat au niveau de la performance à l'oral. Puis, je l'ai dit la dernière, c'est moi qu'il faut qu'il la dise parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'en physique, il y a une exception dans tous les cégeps qu'on a interviewés, il y a un prof de physique seulement qui a fait un oral dans un de ses cours, puis en mathématiques, c'est 0, malheureusement. Puis ce qu'on pense, c'est que ça se fait, puis j'en fais dans les cours de physique, dans l'électricité, présentement, dans ma session, j'en donne des oraux à faire, puis les étudiants apprécient de le faire, puis en mathématiques, on pense que ça s'applique très bien. Donc, en bio et en chimie, il y en a un peu, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu plus. Donc, il faut que ce soit peut-être plus uniforme là, au niveau de la répartition dans l'approche programme. Donc, commencer peut-être avec des petites activités en sous-groupe pour aller vers l'épreuve synthèse de programme, qui est l'espèce de finalité, plus sous forme de conférence scientifique. Puis dans chacune des disciplines, je pense, doit mettre la main à la pâte, dans la formation générale. Il y a quelques questions là, qui sont posées. Alors, quand tu seras... je te laisse continuer, Simon. Non, c'était à moi. OK, excusez-moi. On a fait comme un petit sketch. C'est ça. En gros, l'enseignement de l'oral aussi, il y avait des choses que les étudiants nous disaient qui étaient déçus de ne pas avoir reçu un enseignement formel de l'oral, en particulier pour les habiletés qu'il faut développer en communication orale scientifique. Ils apprennent à faire de l'oral dans les cours de français et littérature, dans les cours d'anglais langue seconde, mais on leur enseigne peu la communication orale scientifique et puis, ils auraient aimé en avoir. Par exemple, l'étudiant 2024 ici disait « Mais si tu es bien encadré, c'est un outil pédagogique qui devrait être mis de l'avant. » Donc, ça, c'est quelqu'un qui voulait avoir des consignes claires. Et puis sinon, on demandait aussi, on a vu aussi que la performance à l'oral était significativement corrélée au sens du spectacle, à la perception du sens du spectacle, de son propre SEP. L'étudiant 2075 nous disait, ils avaient des vrais noms, là, mais il nous disait « J'ai toujours trouvé que maintenir l'intérêt du public était plus difficile pour moi. Je ne sais pas où aller pour trouver comment capter l'intérêt. C'est toujours les mêmes affaires que les profs disent. Te déplacer, avoir une belle présentation, parler fort avec des gestes. Mais j'ai l'impression que même ça, quand on le met en pratique, les élèves n'écoutent pas trop. Le prof, tout le temps, il écoute, mais les élèves... Donc, ils veulent avoir un enseignement formel sur l'oral, non seulement sur les trucs qu'on connaît habituellement, mais un enseignement vraiment systématique. Donc, je pense que c'était tout pour ça. On a le lien ici vers notre rapport. Puis la grille est vraiment petite ici, là, mais pour vrai, dans le rapport, elle est imprimée en plus gros. C'est la grille d'évaluation de l'oral. Si jamais vous voulez vous en inspirer, vous la retrouverez dans ce rapport. Un super gros merci, Simon et Caroline. C'était, en tout cas, je trouve ça bien intéressant. Ça m'a fait découvrir des aspects là, qui m'apparaissent tellement fondamentaux, la communication qui est devenue tellement importante. Dans le fond, vous parlez de sciences de la nature, mais c'est devenu en sciences humaines, c'est un incontournable. Et dans beaucoup de disciplines, c'est un peu comme les compétences numériques. C'est devenu... on en a besoin, c'est nécessaire. Il y a des gens qui posaient des questions. Entre autres, le livre, il y a quelqu'un finalement qui a écrit la réponse dans le module de discussion, dans le chat. Le livre dont tu parlais, Simon. Les références sont dans le PowerPoint. Les références sont dans le PowerPoint. OK, parfait. Alors, il y a 3 questions qui ont été posées dans le module de questions et réponses. Et par la suite, on pourra poser les gens pourront lever la main et poser leurs questions verbalement.
Il y a une personne là, qui n'a pas écrit son nom, là, malheureusement, qui demande la catégorie sens du spectacle est inspirée de quelle source? Elle dit, je comprends les critères, la description, mais le terme en tant que tel, je suis curieuse de savoir. On a, dans la littérature anglaise, là, c'est le terme delivery qui est là. On a je ne sais pas si tu peux les nommer, Caroline, c'est les sources par rapport, je ne les connais pas par cœur, malheureusement. Là. Pour la grille, ils ne sont pas là-dedans parce qu'on ne les cite pas directement dans le PowerPoint. Ça, c'est juste les références qui sont dans le PowerPoint. C'est ça. Mais ça serait dans le rapport, toutes les sources qui ont servi à bâtir le questionnaire et la grille. On a comparé différentes grilles qui existaient déjà et effectivement, le delivery, c'est un critère qui est évalué dans plusieurs grilles qui existent là. Puis pour le terme sens du spectacle, on a comme trouvé cette étiquette-là, puis on a vu que tantôt ça correspondait à quelque chose dans la littérature. Donc le terme vient de nous. On a vu quel thème se regroupait dans notre questionnaire finalement, puis on a dit oui, c'est vraiment être capable de capter l'attention, d'aller adapter son discours à l'auditoire. Donc c'est un sens du spectacle, donc on a mis cette étiquette-là. Puis après ça, on l'a corrélé, dans le fond, on l'a adjointe avec la littérature finalement. Alors, merci. Alors, j'espère qu'on a bien répondu à la question. J'imagine que oui, sinon vous pourriez en poser une autre, pas de problème. Il y a Julie Quenneville qui demande, est-ce que vous avez transmis vos recommandations au comité en charge de la révision du programme de sciences de la nature? En fait, le train est déjà parti pour le comité de sciences nat, c'est-à-dire qu'on est rendu pas mal loin dans l'évaluation dans l'évaluation des différentes versions. Mais par contre, à l'initiative de Simon, je pense que tu avais fait le tour un peu des cégeps, là, pour quand on était en train d'évaluer les buts généraux, il y avait des recommandations qui avaient été faites, puis c'est ça, Simon, on avait fait un énoncé, là, justement, spécifiquement à propos de la communication orale. Ça a fait, en tout cas, ça s'est rendu chez nous. Effectivement, donc là, ça serait à chaque cégep, dans le fond, Est-ce que tu avais eu des réponses de ça, Simon? Est-ce qu'il y avait beaucoup de cégeps qui avaient accepté d'ajouter cet élément-là dans leurs travaux d'évaluation? Mais ça a été lancé dans l'univers, dans le sens que j'en ai parlé à plusieurs personnes à gauche à droite, puis après, j'ai essayé de les voir. J'ai pas demandé un retour là-dessus si ça avait été fait, mais disons que j'ai sensibilisé beaucoup de gens au but général qui est en lien avec la communication. Là. Puis effectivement, dans notre en arrivée, je pense dans notre en Vénorando, dans quelques cégeps, au moins ça s'est fait. Là. C'est intéressant de voir que ça a pu se rendre. Là. C'est sûr, dans la nouvelle version par rapport à l'ancienne, la plaque de la communication n'est pas la même, mais parce que dans le but général, je pense qu'il va y avoir quelques précisions dans la nouvelle mouture. On le souhaite en tout cas. Ça fait partie des documents de consultation des cégeps qui ont décidé d'en parler finalement. OK, merci. Julie, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Il y a Laurence Marois qui pose la question. J'aimerais savoir quel enseignement a été fait en amont de la présentation orale dans les cours de la discipline. Je pense que c'était-tu dans le... C'est à propos de ça, dans le fond, la préparation des étudiants, dans le fond, c'est ça un peu, c'est la ligne préparation des étudiants, ce qui a été fait pour enseigner l'oral. On parle d'étudiants qui étaient en 4e session, donc à ce cégep-là en particulier, ils avaient fait des présentations orales dans d'autres cours avant d'arriver en 4e session. Donc là, on n'a pas répertorié tout ce qui avait été fait précédemment, mais dans ce cours-là, spécifiquement, c'est en chimie où il y avait eu comme un enseignement plus formel, c'est-à-dire que les étudiants présentaient leur projet dans un atelier de révision par les pairs. Donc, il y avait comme une espèce de pratique en petits groupes de l'exposé qui allait être fait en recevant de la rétroaction de la part des personnes dans le petit groupe. Donc, ça avait été fait précédemment, là, à une semaine précédente. En biomaths, on dit biomaths parce que c'est un cours bidisciplinaire. Les consignes et puis les critères de correction ont été présentés dans un cours précédent, l'exposé oral aussi. Donc, il y a eu un enseignement, mais surtout au niveau des consignes et des critères de correction. Et puis, en physique, il y avait eu surtout du temps en classe pour préparer la présentation. Donc, les étudiants qui faisaient une présentation en équipe là, avaient du temps en classe pour travailler là-dessus, mais pas d'enseignement à strictement parler. Donc, ici, à ce niveau-là, dans les 3 disciplines, il y avait clairement une différence au niveau de l'enseignement de l'oral. Merci. Il y aurait une question maintenant. J'espère, Laurence, qu'on a bien répondu à votre question. Une question maintenant de Valérie. Est-ce que vous avez des conseils pour cibler les étudiants
qui auraient besoin de soutien en communication orale. Elle dit, Valérie, qu'elle coordonne un centre d'aide en français et son collège veut mettre en place un service d'aide en communication orale. Ben, je peux y aller? J'ai une idée de réponse. OK, vas-y. C'est sûr que le questionnaire PACOS qui est disponible dans le rapport, en tout ou en partie, peut servir d'outil diagnostique. Puis dans les travaux qui ont été faits par Christian Dumais, dont Simon parlait tantôt, qui est un prof à l'UQTR, qui est spécialiste en didactique de l'oral, lui, il organise des ateliers pour les étudiants qui, justement, ont on pourrait dire, une appréhension à la communication orale. C'est des ateliers qui sont, on pourrait dire, périscolaires. C'est à l'intérieur de l'université, mais ce n'est pas spécifiquement attaché à un cours. Puis les étudiants sont appelés à venir participer à ces ateliers-là qui visent spécifiquement, chaque atelier là, vise spécifiquement une chose. Donc, ça enlève un peu de la charge cognitive, là. Les étudiants, mettons, pour le prochain petit exposé qu'ils préparent en atelier, ce serait seulement le contact visuel. C'est des choses vraiment très, très spécifiques. Et puis, il y a des écrits là-dessus. Et puis, moi, je ne saurais que trop vous recommander de consulter les écrits de Christian Dumais ou de le contacter. C'est vraiment un spécialiste là, de ça en particulier, de l'enseignement de l'oral, des formations courtes, bien graduées, justement, pour améliorer. Lui, c'est dans le cadre de la formation initiale des maîtres, là, les gens qui sont au bac en enseignement. Oui, puis si je peux rajouter, dans le fond, ce que je fais, c'est que je ferais peut-être un diagnostic rapidement, de façon anonyme, là, pour qu'ils puissent dire qu'il y a, par exemple, l'anxiété, qu'ils ont des choses à travailler, savoir quel étudiant avait quelque chose à travailler. Donc, ça vous permettrait de savoir quels aspects à mettre en place pour la formation. Puis, cette formation-là, je la collerais à un cours, c'est-à-dire à un oral qu'ils vont faire prochainement. Ce que Christian nous dit, c'est que si c'est associé à une tâche qui est proximale, ils risquent de s'investir plus à vouloir baisser leur niveau d'anxiété ou préparer leur oral, puis après ça, la vivre dans la partie somatique. Donc, faire cette préparation-là en amont. Donc, ça peut être une structure là, qui peut être intéressante. Merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question, toujours de Julie Kenville, question fort pertinente. Dans vos collèges respectifs, Simon et Caroline, avez-vous réussi à travailler en collaboration avec la formation générale pour intégrer des activités liées à la COS, là, la communication orale scientifique, dans le 4e cours de français communication? À notre cégep, nous, on a... Oui, vous savez s'il y a des actions qui sont réalisées en ce sens dans d'autres collèges? Nous, le cours en fait, les cours de la formation générale ne peuvent pas être en formation générale propre autant qu'ils le sont dans certains autres collèges où on voit qu'il y a vraiment une cohérence entre la formation générale et puis la formation spécifique avec des groupes d'étudiants qui sont du même programme dans les cours de la formation générale. Nous, on n'a pas cette opportunité-là. C'est une question d'organisation scolaire, là. Donc, chez nous, non. Mais par contre, on a un comité, parce que en sciences de la nature, à notre cégep, les différentes disciplines sont dans des départements différents, mais on a un comité transdisciplinaire en programme pour parler de la communication orale. Donc, on a des travaux d'approche programme à l'intérieur des cours de la formation spécifique. Et Simon, je ne sais pas, toi, si vous avez la formation générale impliquée. Non, c'est la même chose que dans mon cégep, là. Donc, on travaille au niveau, on a commencé à travailler au niveau de l'approche en sciences nat, faire une gradation dans les cours, mais le français communication n'est pas spécifique, ce n'est pas juste des étudiants de sciences à l'intérieur du cours de français communication. Donc, on n'est pas rendu là encore, disons, de trouver la façon. Il y a Bernard, Bernard Dionne là, de Réussir ses études, là, qui est à l'atelier actuellement. Salut Bernard, encore une fois. Il dit que son guide, l'essentiel pour réussir ses études, Chenelière 2018, propose un chapitre complet sur l'exposé oral, entre autres, qui contient un exemple de grille d'évaluation, contenu, forme de la communication. Mais pour revenir sur l'approche programme, je pense que c'est important qu'on développe l'approche programme à l'intérieur des disciplines de la formation spécifique. C'est aussi important de le faire qu'après ça, d'aller voir aux disciplines de la formation générale. Je pense que c'est peut-être même préalable. Puis après, quand on a développé justement l'approche programme dans les cours de la formation spécifique, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir en comité programme. Mais c'est ça, nous, on n'est pas... c'est encore difficile, mais on travaille là-dessus. Et c'est sûr que ça va être implanté avec le... Ouais, ça, c'est peut-être... je fais du wishful thinking, là, avec le nouveau programme. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Alors, si elles sont toujours prêtes à poser leurs questions, il y aurait tout d'abord une personne que je connais bien, Nathalie Gagné. Alors, Nathalie, tu peux parler si tu veux. Il faudrait que tu actives ton micro.
Là, est-ce que mon micro est activé, Nicole? Oui, ma chère Nathalie. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à... en fait, j'ai deux questions. C'est plus au niveau de ce que vous avez mesuré. Premièrement, il y en a qui ont peut-être pensé qu'il était bon. Tu sais, quand vous avez montré le sentiment qu'ils sentaient qu'il avait fait une bonne présentation, puis ils n'étaient pas stressés, mais des fois, ils pensent qu'ils sont bons, mais ils ne sont pas bons. Et je veux dire, ils se trouvent bons, mais l'information demandée n'est pas là. Est-ce que vous avez, quand l'étudiant disait qu'il était bon, est-ce que c'était juste sa perception à lui? Vous avez tenu compte que ce qui se disait, c'était aussi ce que le prof voulait? Ça, c'est ma première question. Je vais vous donner tout de suite la deuxième, ça va être plus facile. Puis ma deuxième question, c'est est-ce que c'est pas un peu inquiétant de voir que dans vos données, au niveau de la pertinence de faire des présentations devant public, qu'il n'y a pas d'amélioration entre la session 1 et la session 4? Ça m'apparaît quelque chose d'extrêmement important. Puis, qui a été peu parlé, là, je comprends le plaisir de parler théâtre. Puis quand on a vu les liens, il n'y avait pas de lien de flèche vers la première colonne à gauche sur vos diapos. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Alors, c'était mes deux questions. Merci. Veux-tu aller pour la perception puis la performance d'abord, sinon? Oui, d'accord. Dans le fond, c'est vraiment, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand écart là, en termes de score global. C'est-à-dire, ce que nous, on a observé, là, le score global, c'est vraiment ce que nous, comme avec notre outil d'évaluation, c'est leur score qu'ils obtenaient par rapport au SCP normé contenu, ce que, comme eux se perçoivent en termes de est-ce que je dis quelque chose qui a de l'allure, bien, il y a un écart qui est très grand. C'est-à-dire que ça ne corrèle pas du tout. À 0,284, ce n'est pas significatif. Donc, effectivement, ils ont une certaine difficulté à s'évaluer. Là, comme je vous disais, il faut mettre un bémol à cette affirmation-là parce que nos résultats suggèrent ça, mais on a un petit échantillon. Puis, comme je disais, le norme et contenu, le SCP norme et contenu qui est comme global en sciences, comparativement au score global à leur exposé final du cours d'intégration de chimie ou de physique. Mais là, il y a peut-être un manque de corrélation à cause qu'on n'évalue pas tout à fait la même chose. Il y a une distorsion, là. Il y a une distorsion, mais en tout cas, il y a une suggestion qui dit qu'effectivement, il y aurait une certaine difficulté à s'évaluer à ce niveau-là. Tandis que le centre du spectacle, lui, si tu vois le score de centre du spectacle versus le SCP centre du spectacle, ça semble plus collé. Donc, ils sont meilleurs à s'auto-évaluer en termes de performance, de delivery, d'intérêt suscité, ça, ils sont en mesure de le faire. OK. Puis ma deuxième question, c'est nous autres, on en fait beaucoup dans notre département, là, beaucoup de présentations. Je vous avais passé par-dessus, là, je l'ai vu passer, celle dont la flèche, non, c'est pas celle-là. C'est celle-là que la flèche. Oui, mais on va regarder celle-là si ça ne vous dérange pas parce que c'est là-dessus qu'on voit vraiment les scores plutôt que les corrélations. On est déjà là en première session à 3,37. Je vous rappelle, c'est sur 4. Donc, c'est déjà très, très élevé le score de perception de pertinence. Il y a une augmentation en session 4. L'augmentation, elle n'est pas significative, mais parce qu'on est déjà très, très élevé. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir une augmentation quand on est déjà très élevé. Vous comprenez ce que je veux dire? La limite est en 4. Oui, mais moi, je voudrais voir l'autre tableau que vous avez montré qui avait une flèche, là. Continuez. Là! C'est comme si il n'y a pas rien qui a été fait avec la perception de la pertinence. Peut-être que ce n'est pas l'objet de votre étude aussi, là. C'est juste que ça... Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Là, c'est comme si, pour moi, le plaisir a été... le plaisir et le spectacle sont comme plus... En tout cas, je ne sais pas, plus important que l'importance de ça dans leur vraie vie, puisqu'on forme des travailleurs là, après une technique, après 3 ans. Là, je ne sais pas. Là, ici, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la perception de pertinence puis la note qu'ils obtiennent dans leur exposé. C'est-à-dire que tout le monde trouve que c'est très pertinent, les bons comme les moins bons. C'est ça que ça veut dire, il n'y a pas de corrélation. Autrement dit, si j'ai une bonne perception, ça ne veut pas dire que je suis compétent ou que je ne suis pas compétent. Ça veut dire que tous nos étudiants trouvent ça vraiment pertinent de faire un oral, mais ça ne se traduit pas nécessairement dans la compétence. Ce n'est pas parce que je trouve ça pertinent de le faire que je vais être nécessairement compétent à le faire. Mais par exemple, ce qui semble avoir un lien, l'anxiété est la même chose. Ce n'est pas parce que je suis stressé que je vais être compétent ou que je vais être incompétent à la faire. Puis de la même façon, de la dépendance au contexte ou le nom est contenu, les seules choses qui ont l'air d'avoir un lien ensemble, c'est peut-être à l'inverse. C'est peut-être, comme je me sens compétent, j'ai du plaisir, puis je suis capable de faire un bon spectacle. On ne sait pas c'est dans quel sens cette relation-là, mais le seul lien qui existe entre
la compétence et les composantes de l'attitude, c'est entre le plaisir et le sens du spectacle. Ce n'est pas qu'on met l'accent là-dessus, c'est que c'est nos résultats qui émergent, qui nous disent qu'il y a une corrélation entre ces données-là, finalement, puis pas avec les autres. Parfait, merci. Et c'est ça, ce qui peut être rassurant pour vous, ça serait de se dire, tout le monde trouve que c'est très pertinent d'apprendre à faire de la communication orale. Qu'on réussisse bien ou qu'on réussisse mal nos exposés oraux, tout le monde pense que c'est pertinent. Donc, ben justement, au contraire, ça va dans le sens de ce que vous voudriez. Là. C'est que c'est très bien. C'est un résultat c'est réconfortant pour nous. Dernière petite question peut-être, Marie-Pierre Provencher, si vous êtes toujours là, vous pouvez activer votre micro si vous le désirez, Marie-Pierre. Je suis là, mais je n'ai pas de questions. Merci. Ah, OK, d'accord. Okay. Désolée, je voyais votre mail vu, là, c'est pour ça. Oh, pardon, je l'ai accroché. C'est pas grave. Écoutez, ce fut fort enrichissant. Merci beaucoup, Simon, Caroline. C'est enregistré, c'est donc dire que les gens qui ont quitté là, au bout d'une heure pourront assister à la période de questions-réponses en écoutant l'enregistrement. Merci énormément. Alors, pour votre collaboration, pour la belle préparation. Merci aussi aux participants pour toute l'information aussi que vous avez placée dans l'espace de discussion. Alors, vous allez recevoir le tout là, d'ici à la fin de la journée. Alors, merci tout le monde. Merci encore, Simon. Merci, Caroline.